Tête à tête ce vendredi avec la presse, la nouvelle société civile congolaise s'insurge contre les chefs de l'État pour leur non-implication au mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, a présidé ce vendredi 7 juin la séance de travail sur la mise en œuvre de la décentralisation. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Opération Smile de retour à Kinshasa pour des soins gratuits des becs de lièvre. Plus de 100 patients se sont fait enregistrer ce vendredi 7 juin à la clinique Ngaliema. Antenne A, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Madame, monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la politique plénière de tous les enjeux. Ce vendredi 7 juin à la Chambre basse du Parlement, cette plénière a révélé les 13 noms des futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Vous vous en doutez, monsieur l'abbé Apollinaire Maloumalou, président de la CENI, vice-président Augustin Pungwe-Songwe, rapporteur Jean-Pierre Kalamba, rapporteur adjoint Onésime Mouka Katula, questeur Chantal Ngoy, questeur adjoint Micheline Billet. Pour le bureau, sont retenus comme membres de la plénière Keta Lokonjo, Basila Bangala, Elodie Tamoussila, Gustave Omba, Jean-Baptiste Ndundu, Augustin Dangbele et Kapuku. Laïn Bofandombongo y reviendra demain avec force détail. N'ayant pas été désigné par l'église catholique, monsieur l'abbé Apollinaire Maloumalou a été quand même placé ce jour au fauteuil du président de la commission électorale nationale indépendante. Il s'ensuit une conséquence dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'église. Antenne Télévision va glaner les conséquences auprès de la Senco et vous aurez des détails dans nos prochaines éditions. Et justement, la Commission électorale nationale indépendante sera composée de 13 animateurs, dont 6 du bureau et 7 de l'Assemblée plénière. Quelques innovations ont été introduites dans le but de renforcer l'indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI. Mais quel rôle va jouer chacune des parties? La réponse dans ce commentaire signé Nora Olondo Iloua. Le bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CENI. Il assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière. Le président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. Il dirige les travaux de la CENI et la représente vis-à-vis des autres institutions. Le vice-président est chargé des questions juridiques et administratives. Il remplace le président en cas d'empêchement. Il supervise la commission chargée de suivi du déroulement des scrutins et de la collecte des résultats. Le rapporteur est chargé de l'organisation technique des travaux du bureau et de la rédaction des procès-verbaux et comptes rendus des séances de l'Assemblée plénière. Il est en même temps le porte-parole du bureau. Le rapporteur adjoint est chargé des questions juridiques et de la gestion du contentieux. Le questeur, à son tour, élabore et exécute sous l'autorité du président de la CENI les budgets. Le questeur adjoint s'occupe de la supervision. Le questeur adjoint s'occupe, sous la supervision du questeur, de la logistique des opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Il est à noter que seul le président de la CENI a rang de ministre et les autres membres ont rang de vice-ministre. Et puis la nouvelle société civile a tenu ce même vendredi 7 juin un point de presse qui a porté sur la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, tels que nous le font dire Sylvain Kapombo-Bosengele et Jenny Tamboué. Face à la presse, la nouvelle société civile congolaise s'est dit indignée de la non-implication de cette plateforme au mécanisme national de suivi de l'accord cadre du 24 février 2013. Quant au mécanisme de mise sur pied de suivi de l'accord cadre, nous avons dit qu'il faut une implication réelle de la société civile pour accompagner ce processus, parce que nous, on redoute le processus de balkanisation de notre pays. Voilà pourquoi nous exigeons la présence de la société civile pour veiller à tout ce qui peut nous amener à ces risques. À propos de la désignation des membres de la nouvelle CENI, Jonas Tchombela précise. Nous, à la nouvelle société civile, nous estimons qu'il y a une tentative de nous écarter par ce que nous avons dénoncé, une sorte d'injustice à cause de nos opinions. À cause de nos opinions trop claires et tranchantes et à cause de notre appartenance
appartenance à une province, ce n'est pas logique. Si c'est cela le critère, bon, c'est un peu ça le Congo. La nouvelle société civile congolaise a promis de lutter jusqu'au bout pour sauvegarder l'intérêt national. Sachez aussi que le bureau genre de la MONUSCO a organisé un atelier sur l'implication des femmes dans la mise en œuvre de la résolution 2098 et de l'accord cadre pour la paix à l'intention des organisations féminines. C'était dans la salle UTEX 2. Nous sommes dans la commune de Ngalema et c'est Mami Tambou, Fallon Faye et Pepito Matondo qui nous en parlent. Cet atelier est un véritable atout de plus pour l'implication de femmes dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Avec 2 documents de base, à savoir la résolution 2098 créant la brigade d'intervention et l'accord cadre d'Addis Abeba, les organisations féminines et d'autres participants ont réfléchi sur le rôle à jouer par les femmes pour faire écouter de nouveau leur voix. Il y a eu ces derniers mois de nombreux développements qui sont le résultat d'efforts multiples et variés visant à raviver une dynamique et à jeter les bases propices à une paix durable, à la sécurité, à la stabilité à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Les femmes devraient à cet effet être prises en compte dans différents programmes selon la ministre du Genre qui a par ailleurs fait part à l'assistance d'une nouvelle. J'ai le plaisir de vous annoncer la création par mon arrêté ministériel numéro 008 /CAPMIN/GFAE 13 du 5 juin 2013 du comité de pilotage national, provincial et local en République démocratique du Congo de la résolution 1325. Les travaux se sont poursuivis en atelier pour permettre aux participants d'adopter les recommandations devant impliquer les femmes dans différents échelons du processus de paix en RDC. Alors l'actualité ce vendredi 7 juin, c'est aussi l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Sur 104 députés provinciaux, 88 élus ont élu valablement et puis 16 bulletins ont été déclarés nuls. Le tandem Louis-Alphonse Koyaghialo a obtenu 35 voix contre 22 obtenues par le ticket Jean-Lucien Boussa. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a constaté qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix requises. Un deuxième tour est donc prévu selon l'article 170 de la loi électorale lundi 10 juin 2013 à Mbandaka. Et sur place à Mbandaka, nous avons tenté de joindre notre correspondant Rufa Yandambo qui nous en dit plus. Il est au téléphone de Nadia Kolinfouka. C'est aujourd'hui que l'opinion serait fixée à tous les fils de l'Équateur sur l'élection des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province qui se pointe. À cet effet, tout est très près ici dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Dans la salle, on remarque la présence suivante des députés provinciaux, des membres de la CENI Équateur, ainsi que Mathieu Pita, premier rapporteur de cette institution organisatrice des élections en mission à Mbandaka, les observateurs nationaux et internationaux, les membres de la société civile Équateur, tout sous la présidence de Jean-Gautran Ibambé, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Tous les 104 députés validés ont répondu présents à cette séance de travail. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province. Prenant la parole, Mathieu Pita, premier rapporteur, a exhorté les députés provinciaux à faire un choix judicieux pour redonner l'espoir à la province de l'Équateur. Il est important de signaler que tout s'est déroulé dans un climat apaisé. Jusqu'ici, deux candidats se pointent au deuxième tour de cette élection. Entendez, Louis-Alphonse Koyaghialo Dirimbo, qui est en tête avec 35 voix, suivi de Jean-Lucien Boussa Tomba, 22 voix. Étant donné qu'aucun n'a atteint le suffrage absolu. C'est donc lundi 10 juin prochain que ce deuxième tour aura lieu selon la loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. Depuis Mbandaka, Rufai Andabo, Antenne A. Et l'annonce concernant la mise en œuvre de la décentralisation a été faite ce vendredi 7 juin à l'issue d'une séance de travail présidée par le comité de pilotage. C'était donc en présence du vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mokoko Samba. Le reste des détails avec Nora Olondo Iloa sur les images de la vice-primature.
Le gouvernement déploie ses membres en province en vue de la mise en œuvre de la décentralisation, processus qu'ils vont devoir vulgariser à la lumière des lois déjà votées par le Parlement et promulguées par le président de la République, celles encore en élaboration ou en cours d'adoption au niveau des différentes institutions. C'est la preuve que le gouvernement est déterminé à mener à bien cette mise en œuvre de la décentralisation, comme l'explique le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej. Une réunion très matinale, mais une réunion très importante. Elle concerne la décentralisation. Il était important qu'au niveau du comité de pilotage, le premier d'entre nous, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre du Budget, nous réunissent pour échanger sur les programmes de déploiement de membres du gouvernement en province et qui sont chargés de faire le lancement de la campagne de sensibilisation sur la décentralisation. À noter que ces déploiements des membres du gouvernement en province a connu un peu de retard. Mieux vaut tard que jamais, Mouyej Manguez reste tout de même optimiste. Le calendrier sera respecté. Nous commençons maintenant. Le processus est en cours. Il est question de répondre à 3 questions. D'où venons-nous dans ce cadre? Où sommes-nous et où allons-nous? Cela est important pour que toutes nos populations adhèrent à ce schéma important pour l'avenir de notre pays. La mission confiée aux ministres, chacun dans une province autre que la sienne, se déroulera pendant la même semaine. Les experts du gouvernement seront chargés d'assurer le relais dans les coins les plus reculés du pays. Les radios communautaires seront mises en contribution au travers d'un partenariat à créer en vue d'atteindre toutes les couches de la société. J'ajoute aussi que dans le cadre de l'évaluation du processus de la décentralisation et de la présentation des outils de la réforme de la territoriale, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières va tenir ce samedi 8 juin 2013 à 10h précises une conférence de presse à l'hôtel Invest à l'RTNC suivant le programme ci-après à 10h. C'est le début de la cérémonie. Il y aura donc la présentation du programme par le protocole d'État, l'hymne national, la conférence de presse du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, communication du coordonnateur national adjoint de la commission interministérielle chargée de la réforme de la territoriale et présentation officielle des membres de la commission, communication du coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation pour la présentation des outils de la mise en œuvre de la décentralisation, visite des outils, premièrement les outils de la réforme de la territoriale, ensuite les outils de la mise en œuvre de la décentralisation, le cocktail et enfin ce sera la fin de la cérémonie. C'est un communiqué qui nous vient du ministère de l'Intérieur, il est signé par le directeur de cabinet de ce ministère, il s'agit donc du professeur Kaumba Lufunda. La grève des médecins n'aura pas lieu après le 9 juin 2013. Le bureau exécutif national du syndicat des médecins a été reçu ce 7 juin par le Premier ministre. Au terme de cette rencontre, le secrétaire général du SINAMED, le docteur Mankoy Badjoki, a annoncé la suspension du préavis des grèves et le début des négociations. Et c'est Jean-Louis Miaswekama qui nous en parle. Le SINAMED enfin à la primature ce 7 juin 2013. Et ces poignées de main entre le Premier ministre et les membres du bureau exécutif national ne peuvent que détendre l'atmosphère après le dépôt du préavis de grève en fin mai. À partir du moment que nous entamons les négociations, donc le préavis des grèves est suspendu. Nous attendons qu'on termine les négociations, qu'on présente les résultats des négociations aux médecins. Peut-être les médecins vont donner des avis et considérations, mais pour le moment qu'il soit bien entendu que la procédure syndicale c'est ça. Donc le préavis des grèves est suspendu. Par conséquent, il n'y aura pas de grève le 9 juin. Comment le bureau exécutif national a-t-il trouvé le Premier ministre? Nous avions trouvé le Premier ministre ouvert, attentif, et je crois qu'à lui, il a une vision claire des préoccupations de médecins, pas seulement de médecins, mais des personnels de la fonction publique. Et il est ouvert à travailler avec nous et nous devons, nous aussi, l'aider dans ce sens-là. Quid des revendications du syndicat national des médecins? Il y a le problème de la rémunération et il y a le problème des nominations en grade. Il y a des problèmes de recrutement de médecins
Donc ce sont des problèmes administratifs qu'on doit résoudre. Quant aux problèmes de rémunération, ce sont des problèmes qui demandent un impact financier important. Et en ce moment-là, c'est en concertation entre les deux ministères et avec la vice-primature ministre du budget qu'on peut avoir des solutions concrètes dans ces deux domaines. Le chemin vers la primature pour le SINAMED a été long. Dépôt du cahier de charges, 7 demandes d'audience et un préavis de grève. Espérons que les négociations qui vont commencer vont aboutir et apporter plus de sérénité à tous et surtout pour la santé des Congolais. Et puis hier, jeudi, 90 dossiers des sinistrés ont été payés. Ces dossiers ont été payés à l'espace jeudi sinistre délimité. C'était des dossiers qui concernaient l'assurance vie et automobile. Ces dossiers ont été payés par le directeur principal de la SONAS, Shaouri Monsier Pascal Mouchibou, du département des sinistres, Willy Kacha, pour le reportage. Payer les victimes de cas de sinistre n'est plus un grand exercice pour l'assureur national qui tient à atteindre les sinistres zéro. Il suffit de souscrire à un produit d'assurance pour se faire indemniser en cas de sinistre. Ceux qui ont été payés ce 6 juin 2013 étaient émerveillés par les services trouvés à l'espace jeudi sinistre de Limete. Il s'agit d'un cas d'accident de circulation. Nous étions en règle avec les documents. Voilà pourquoi la SONAS nous a payés sans problème. C'est bien de souscrire à une police d'assurance. Pour la paye de ce jeudi, la supervision était assurée par Shaouri Monsi, directeur principal à la SONAS. Ces derniers a fustigé le comportement de certains mandataires qui abusent de la confiance de leurs clients. Pourtant, la SONAS paye régulièrement et sans problème. Absolument à ce que les paiements répondent à ces exigences de la technique des contrats d'assurance. C'est ainsi qu'on ne paye pas à un avocat qui n'est pas porteur d'un mandat, légalisé, signé par la victime. Nous n'acceptons pas, même vous apporter aux producteurs indépendants en assurance vie, de toucher les primes et les valeurs de restitution à lieu et place des assurés s'ils ne sont pas porteurs également des mandats légalisés. Pour ce jeudi, 10 agences ont payé 90 dossiers pour l'assurance vie et automobile. J'en viens cette fois-ci à l'opération Smile, une équipe médicale de l'ONG internationale justement qui porte ce nom. Opération Smile offrira du lundi au vendredi prochain des soins chirurgicaux gratuits à des enfants et adultes affligés des becs de lièvre ou fonte labiale à la clinique Ngalima. Ce vendredi 7 juin, plus de 100 patients ont été enregistrés et identifiés. Mami Tambou, Pepito Matondo. L'opération Smile est de retour à Kinshasa pour redonner le sourire à ceux qui ont de malformations de bec de lièvre, c'est-à-dire de fente labiale. Pour ce faire, les patients ont 2 jours, soit vendredi 7 et samedi 8 juin, pour se faire enregistrer à la clinique Ngalema. Pour ce vendredi, 150 personnes se sont fait identifier, mais pour les interventions chirurgicales, il y a de critères de sélection. Si un enfant vient, il est en train de tousser, il tousse beaucoup, on peut faire qu'on ne peut pas l'opérer. Il y a des adultes qui arrivent, qui ont l'hypertension, qui a une tension par exemple à 160 sur 11. Il faut qu'on stabilise. Ce sont ces critères comme ça là qui font qu'on puisse déclasser, les renvoyer à une prochaine mission pour l'intervention. S'ils sont anémiques, s'il a un taux d'hémoglobine bas, on va le renvoyer pour une autre mission. Les becs de lièvre détruisent l'esthétique du visage et ceux qui en ont parlent d'une voix nasonnée. À vous qui hésitez, rendez-vous à la clinique Ngalima car l'opération proprement dite débute du 10 au 14 juin et est gratuite. Et en sport, le ministre Baudouin Banza Moukala a reçu les membres du comité exécutif de la FECOFA nouvellement élu. Le cadre choisi était à son cabinet. Papi Katassi, Rigo Moulopo. Reportage. C'est un comité exécutif de la Fédération congolaise de football association au grand complet qui est allé conférer avec le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Baudouin Banza Moukala Isungu, le jeudi 6 juin dans son cabinet de travail à la Gombe. Il était question de passer en revue les grandes questions brûlantes du football congolais. Naturellement, les élections du 24 mai dernier à Kindu ont intéressé aussi les patrons du sport congolais. L'objet principal de la visite que nous avons rendue à son excellence, M. le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, c'était pour lui présenter les comités
qui venait d'être élu lors de nos 2 dernières assemblées organisées à Kindu. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a pris acte de l'élection du comité. Il nous a prodigué quelques conseils. Le président Omari Constant en a profité pour évoquer l'état d'esprit de la National Football à la veille de son match face à la Libye. L'équipe se trouve à Tripoli. Le match, c'est dans 24 heures. L'équipe se trouve à Tripoli. Il n'y a que le joueur Mbokane qui n'a pas pu faire des déplacements parce que les Libyens ont sorti son visa en retard par rapport à l'horaire de son vol. Donc il devait rejoindre les autres aujourd'hui. Le visa, on l'attendait pour 8 heures. Malheureusement, il avait un vol à 8h45. Le visa n'a été disponibilisé qu'autour de 9h45, 10h. Donc le joueur Mbokane sera absent, mais tout le reste sont sur place. Comme pour dire qu'à l'issue de cet entretien, le climat est au beau fixe entre l'autorité des tutelles et l'organe technique du football congolais, au grand bonheur des amoureux du ballon. Sport toujours, mais cette fois-ci on va parler du judo. Ben Bada Boubker, expert marocain en judo, organise depuis hier jeudi un séminaire de recyclage et de formation à l'intention des arbitres congolais de judo. Le lieu choisi est le Salon Bleu du Stade des Martyrs. Encore une fois, un reportage signé par Papikata Sirigo Moulopo. 24 heures après son arrivée à Kinshasa, l'expert marocain de judo, Ben Bada Boubker, s'est mis au travail. Voilà, nous avons connu un petit problème technique. Nous allons à présent lire les journaux parus ce vendredi dans la capitale. La revue de presse a été sélectionnée et commentée pour vous par Sylvain Kapombobo Sengele. Bonsoir. Dans les kiosques des journaux Paris ce matin 7 juin 2013 dans la capitale, plusieurs sujets sont abordés. Commençons par les palmarès qui s'intéressent à la situation sécuritaire à l'est du pays et signalent que le M23 recule face à la brigade d'intervention de la MONUSCO. Le porte-parole civil de la MONUSCO a fait savoir que si les rebelles du M23 retournent effectivement à Kampala pour continuer des négociations, la brigade d'intervention de l'ONU n'ira pas les attaquer là où ils sont. Et de poursuivre. Tôt ou tard, il faudra que cette force se range du côté de la République. Il y a une seule République, il y a une seule autorité d'État et il y a un seul gouvernement. Il faut que tout le monde s'inscrive à cette logique-là. Ces groupes armés devront être démantelés si véritablement on veut arriver à la paix. A-t-il renchéri avant de conclure qu'entre-temps, les négociations doivent se poursuivre. Toujours à ce sujet, le vrai modérateur dit qu'il y a bras de fer. Kagame demande des excuses à Kikwete. Le président Jakaya Kikwete de la Tanzanie refuse de demander pardon au Rwanda ou de changer sa position du fait qu'il ait demandé au Rwanda de négocier avec les rebelles de FDLR. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Bernard Membe l'a annoncé en début de semaine en s'adressant au Parlement de son pays. Le ministre Membe, qui réagissait à la déclaration de la ministre des Affaires étrangères exigeant des excuses auprès du président tanzanien, a dit que ce dernier n'a fait que dire la vérité. Le Rwanda doit s'incliner, conclut le journal. Pour sa part, Drapeau blanc titre que le président tanzanien Jakaya Kikwete sauve la RDC. Il faut que aussi, en parlant du Rwanda et de l'Ouganda, négocier avec les rebelles. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, et les ADF Nalu de l'Ouganda, a évoqué le président tanzanien. Ce sont ces deux groupes de rebelles qui seraient constitués en RDC selon les explications qu'ont toujours fournies Paul Kagame et Yoweri Museveni à propos de leurs nombreuses et répétées incursions en RDC pour attaquer les territoires rwandais et Ouganda. De son côté, l'objectif s'est appesanti sur l'élection du gouverneur de l'Équateur le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui 7 juin 2013, où une nouvelle page de l'histoire devrait s'ouvrir. Le destin de cette province se trouve entre les mains de ces députés provinciaux à qui les Équatoriens appellent à faire un choix judicieux. La commission diocésaine Justice et Paix de Mbandaka Bikoro a demandé aux candidats, aux députés provinciaux et à la population de s'investir pour que cette élection se déroule dans un climat apaisé. Enfin, la même information reprise par l'ISAPO qui mentionne à sa une que le nouveau gouverneur de l'Équateur c'est aujourd'hui. Ils sont 25 candidats sur la ligne de départ. Ce poste est resté vacant depuis la révocation pour persistance des crises
au sein des institutions provinciales en mars dernier de Jean-Claude Bayende, l'ancien gouverneur. Parmi les postulants, de nombreux députés nationaux, d'anciens ministres, des hommes d'affaires, etc. Selon des sources sur place en Bandaka, les candidats ont rivalisé en opérations de charme, dons en nature et en espèces, promesses d'embauche et de promotion pour les électeurs ou leurs proches des cabinets ministériels et dans l'administration publique, réconciliation entre fils de la province. Rien n'est épargné pour appâter et faire pencher la balance de son côté. Selon un député provincial, certains candidats proposaient jusqu'à $6,000 par grands électeurs lors d'élections semblables en 2009. C'est tout pour ce soir. Au revoir et bonne soirée chez vous. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Un merci particulier à ceux qui nous suivent dans la commune de Lemba. C'est donc tout pour ce soir. On se retrouve lundi prochain à la même heure sur votre chaîne. Restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir.